Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière conférence de la série Finances personnelles. Je me présente, je m'appelle Gabrielle Sirois, je suis bibliothécaire à la Grande Bibliothèque. Donc, pour nous en parler, j'ai invité Sébastien Laure, qui enseigne à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Notre conférencier a beaucoup d'expérience sur le sujet et est directeur de l'Observatoire Ivanhoe Cambridge sur le développement urbain et immobilier. On peut aussi trouver son livre Vieillissement et aménagement, perspectives plurielles, qui est paru en 2018, qui est disponible à l'emprunt à la Grande Bibliothèque, entre autres. Donc, Monsieur Laure, la parole est à vous. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait grand plaisir de pouvoir présenter, de discuter en fait de ce sujet-là, puis présenter certains constats qu'on fait dans la recherche, dans nos travaux à l'Université de Montréal, avec, je veux dire, avec plusieurs étudiants. Et donc, le titre de la présentation, Maison intergénérationnelle, avantages et défis. Donc, on va parler des bons côtés, des côtés un peu plus difficiles selon les points de vue. Et donc, sans plus tarder, ben, le plan de la présentation d'abord. Je vais parler un peu du contexte des générations en aménagement, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on réfléchit aux générations, lorsqu'il est question d'aménager les villes, d'aménager les logements, de réfléchir un peu à la forme des villes, à la forme des logements, au cadre bâti, en fait, puis à son organisation. Puis ensuite, je vais discuter de la perspective du chez-soi. On travaille beaucoup avec cette notion-là. Le chez-soi, ça peut prendre plusieurs formes. On peut le vivre selon plusieurs expériences. Et donc, je vais discuter de ça dans le contexte de la maison intergénérationnelle. Donc, la perspective, les différentes expériences, en fait, de notre chez-soi lorsqu'il est question d'intergénérationnel. Puis, je vais conclure en discutant puis en mettant en perspective un peu la perspective de l'intergénérationnel, mais aussi ses différents coûts. Quand on parle de coûts, c'est sûr qu'en tête, tout de suite, on pense à l'argent, on pense à des dollars, mais les coûts, en fait, qu'on peut discuter sont plus larges que ça lorsqu'il est question d'intergénérationnel, puis on pourra le voir dans les diapos qui suivent. Et donc, vieillissement et génération, qu'est-ce que ça veut dire ou de quoi on parle lorsqu'on parle de génération puis de vieillissement dans un contexte d'aménagement? Euh, Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la société, les familles, les ménages se diversifient à une grande vitesse, en fait. Jamais dans l'histoire, on a vu autant de générations qui se côtoient en même temps et qui cohabitent dans l'espace des villes et dans les logements, évidemment. Euh, Lorsqu'il est question de vieillissement, dans les dernières décennies, ce qu'on a vu s'ajouter, en fait, c'est une nouvelle étape, un nouveau cycle de vie qui vient s'ajouter au cours de la vie et qui va définir un tout nouveau. Ben là, il n'est plus tellement nouveau, ça fait quand même plusieurs années qu'on parle des personnes plus âgées. Avant, l'espérance de vie était plus limitée. On ne se rendait pas à 85, 90 ans comme on le fait aujourd'hui. Donc, le groupe des personnes âgées était, sans être une exception, était plus limité. Mais maintenant, les personnes âgées, c'est des retraités, c'est des seniors. Beaucoup dans la francophonie, on parle de seniors. Ici au Québec, on parle d'aînés, beaucoup. Puis là, ce groupe-là est tellement présent puis est nombreux aussi, puis il va l'être dans les prochaines années, qu'on peut même parler maintenant de jeunes vieux ou de vieux qui sont, ou de retraités ou d'aînés qui sont plus vieux. Donc, cette étape-là, là, entre 65 et l'âge de la retraite, là, 60, 65 et 80 ans, 75, 80 ans, ben, c'est un 20 ans là, qui existait beaucoup moins dans les années passées.
Et de 65 à 80 ans, il peut s'en passer beaucoup de choses, surtout dans le domaine de l'habitation. C'est un 20 ans, là, presque, où on peut, notre vie se transforme, on peut être amené à déménager plusieurs fois, autant que finalement les plus jeunes, entre 10-15 ans et plus tard. Donc, c'est un 20 ans qui, comme je le disais, qui est important dans la vie des personnes et qui s'ajoute finalement dans une perspective d'aménagement qu'on peut questionner du point de vue de l'aménagement. La société se transforme tant au niveau économique, au niveau de l'emploi. On travaille beaucoup plus euh, tardivement, je peux dire. L'emploi se transforme aussi chez les plus jeunes. Il y a plus d'instabilité. La consommation, la mobilité, tout ça se transforme aussi beaucoup, ce qui participe finalement à la diversification des ménages que je parlais à la diapo précédente. Qui dit diversification des ménages dit aussi diversification des besoins en logement. Donc ça c'est une question qui est très importante pour l'aménagement des villes et la planification urbaine. Et donc, cette société-là qui est en pleine mutation avec des personnes âgées qui sont de plus en plus en forme, des personnes âgées qui ont des modes de vie très, très variés, au même titre que les plus jeunes, ça participe, comme je disais, à la diversification aussi des besoins. Et donc, on se retrouve avec un parcours de la vie. Et là, c'est une caricature qui nous montre un peu les différentes étapes, puis où on voit qu'on passe d'un âge très, très jeune où on est dépendant avec l'acquisition de l'indépendance. On est qualifié à un certain âge, on accède au marché de l'emploi, on travaille pendant une certaine période, puis ensuite on vieillit, puis on retombe un peu dans la dépendance. Puis vous me voyez venir avec la question des intergénérations. C'est les liens entre les différentes étapes de la vie qui devient intéressante, puis qu'on peut considérer lorsqu'il est question d'aménagement ou qu'il est question de logement. Mais ces parcours-là, ce que je montre ici, c'est un peu ce qui est classique. Mais en fait, vu que les modes de vie se diversifient, on peut être amené à étudier, à travailler, à retourner aux études. On peut être appelé à travailler à un âge beaucoup plus avancé que d'autres. Donc, le parcours classique, en fait, des ménages et de l'évolution, disons, de leur activité évolue beaucoup, puis a évolué beaucoup, puis probablement va continuer à évoluer beaucoup avec des transformations qu'on connaît dans la société. Et donc, va amener des besoins variés en logement, puis aussi probablement des arrangements au niveau des ménages et des familles dans les logements, en fait. Et donc, c'est une question qu'on travaille beaucoup à l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage où je suis, à l'Observatoire Ivanhoe Cambridge aussi, à comprendre, oui, cette diversification-là des ménages, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire en termes d'aménagement et de besoin en logement. Ce qu'on a vu aussi, puis ce qu'on continue à voir dans les temps qu'on connaît aujourd'hui, c'est une réorganisation aussi de l'État-providence. On observe un retour obligé, là, je n'ouvre pas cette parenthèse-là, mais on peut se questionner aussi aux solidarités naturelles avec le retrait de l'État, le retrait du gouvernement de plusieurs domaines d'intervention, que ce soit en transport, que ce soit en santé, que ce soit dans plusieurs services où l'État a pu être très, très présent il y a quelques années, quelques décennies. Et puis là, qu'on voit en fait moins de services, moins de présence, ne serait-ce qu'en logement social, en logement communautaire, malgré des investissements qu'on peut noter. Les besoins sont beaucoup plus grands que ce qu'on peut voir comme présence. Transport aussi, donc je n'ouvre pas cette parenthèse-là,
Mais ce qu'on voit, c'est que on voit un État qui se retire et ben, des personnes à aider. Hein, et donc, le retour aux solidarités naturelles, familiales, sociales, et donc de l'émergence aussi de l'intergénérationnel qui s'explique, ben, comme je viens d'en discuter, des facteurs démographiques. On voit de plus en plus de personnes qui sont plus âgées. Facteurs économiques, il y a peut-être plus d'instabilité, de l'inflation, il y a des coûts de logement qui sont très importants, une ville qui s'étale aussi. Donc, il y a des besoins en mobilité aussi qui sont en lien avec les logements et où la famille ou les proches, les réseaux sociaux peuvent avoir une place très, très importante. Des facteurs politiques, des facteurs sociaux, des facteurs culturels qui font que on parle de plus en plus de contacts, de soutien intergénérationnel, ne serait-ce que le logement, la place des parents maintenant dans l'achat des jeunes ménages, dans l'accession à la propriété des jeunes ménages est très, très importante et beaucoup plus importante que dans les dernières années compte tenu des coûts. Donc, ces rapports-là intergénérationnels sont de plus en plus présents et pertinents aussi pour répondre aux besoins des ménages et des familles. Lorsqu'il est question d'intergénérationnel, en fait, on peut se poser la question, en fait, si on est en aménagement et urbanisme, on peut se poser la question, est-ce que c'est une question de proximité, puis comment, en fait, on peut développer ces relations-là, évidemment, dans l'espace physique, dans la proximité. Évidemment, il est plus facile d'aider des parents vieillissants ou des enfants, hein, des jeunes jusqu'aux adultes, lorsqu'on habite près d'eux. Donc, cette proximité-là, puis les contacts intergénérationnels, c'est pas juste dans le logement, mais ça peut être dans le quartier. Et puis, ben, c'est beaucoup plus facile, comme je viens de le dire, d'aider des parents ou des enfants qui sont proches. La proximité aussi peut se matérialiser dans différentes options résidentielles. Donc, du voisinage dans le même quartier jusqu'à la cohabitation dans le même logement. Mais c'est pas tous les quartiers qui sont très, très diversifiés non plus. Donc, en banlieue, on retrouvait beaucoup des jeunes familles. Les parents n'étaient pas nécessairement là, ils pouvaient être dans d'autres quartiers. Donc, on a une homogénéité sociale, démographique, sociodémographique dans certaines banlieues qu'on peut retrouver où il n'y a pas beaucoup d'intergénérationnel, il y a plus des ménages du même âge. Donc là, la proximité est moins évidente, alors que dans d'autres quartiers, je pense à des quartiers centraux ou péricentraux ou des villes moyennes où là, il y a beaucoup plus de mélange intergénérationnel parce que les logements sont différents, parce qu'on retrouve plus de diversité dans le type de logement. Et bien là, on voit peut-être plus de contacts intergénérationnels différents. Donc, la proximité est très, très importante. Et évidemment, ben, jusqu'à l'intérieur du logement. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a plusieurs cultures qui vivent déjà dans l'intergénérationnel. On parle beaucoup d'immigration. Il y a des sociétés qui vivent à plusieurs générations dans un même logement. C'est quelque chose de très, très commun. Puis ce que je peux dire aussi, c'est qu'au Québec, on l'oublie peut-être, mais il y a quelques décennies à peine, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ont vécu dans une maison. Ils étaient en milieu plus rural, mais vivaient plusieurs générations dans la grande maison familiale. Et donc, ça s'est probablement perdu au fil des décennies, notamment avec comme je parlais des banlieues tout à l'heure, qui sont très, très homogènes quand on s'est mis à aménager des territoires puis des milieux de vie en fonction d'un seul type de ménage. Et donc là, si on achète tout le monde en même temps dans des quartiers tout neufs, ben, on se retrouve à avoir tout le même âge et peu de mélange intergénérationnel, comme ça a été le cas dans les premières générations de banlieue, qui se sont diversifiées depuis, mais qui reste un territoire encore très, 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 très familial.
Ça, je reviendrai sur cette question-là. Et les avantages de cette cohabitation-là ou de cette coprésence-là des générations peut paraître d'emblée, les avantages peuvent paraître d'emblée assez évidents, mais il y a des coûts multiples qui doivent être considérés. Donc, si on est proche, on peut avoir de l'aide en transport, en mobilité, on peut avoir de l'aide, des avantages et donc des coûts intéressants au niveau du transport, mais ça peut être aussi au niveau du gardiennage des enfants. Ça peut être de surveiller un grand-parent aussi pour voir si tout va bien. Donc, cette proximité-là amène plusieurs avantages qui peuvent être très, très concrets au niveau du quotidien. Ça aussi, je reviendrai sur cette question-là. Mais il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits justement sur ce que permet dans les modes de vie, en fait, dans ce qu'on fait au quotidien, dans nos activités, comment de pouvoir compter sur un parent ou un grand-parent qui est à proximité peut faciliter la vie à bien des égards, ne serait-ce, comme je viens de le dire, de garder les enfants ou d'avoir un aide en transport. Et donc, ça on peut le considérer, comme je le disais, dans le même logement ou ça peut être dans le logement voisin ou très, très proche. Et donc, qu'est-ce que ça amène cette perspective-là de l'intergénération par rapport au chez-soi? Parce qu'on peut dire on habite proche, mais chacun chez soi, ou on peut dire on habite chez soi, deux ménages ou deux familles dans un seul logement. Et donc là, ça amène des perspectives assez différentes sur différentes perspectives du chez-soi. La notion du chez-soi, je ne rentre pas trop dans les détails, mais le chez-soi, ça possède vraiment plusieurs dimensions. Il y a des dimensions personnelles. Hein. Un chez-soi, c'est un milieu où on se sent en sécurité. C'est aussi, quelque part, le reflet de sa personnalité. Hein. On met les couleurs des murs, on a ces objets dans notre logement, dans notre chez-soi. C'est aussi des dimensions sociales, c'est indicateur de statut social. Si on est propriétaire, c'est un statut qui est différent de locataire. C'est aussi le chez-soi un milieu d'intimité hein, où on peut être bien, on peut se réfugier. Évidemment, c'est des dimensions économiques, c'est peut-être celle-là qui ressortent le plus de ce temps-ci avec la crise. Là, c'est une place qu'on peut posséder. C'est un logement qui est généralement abordable, hein, qu'on occupe, qu'on peut, si on est propriétaire, qu'on a les moyens de payer. Si on est locataire, là, ça peut être un coût très, très important par rapport aux revenus. Et même pour plusieurs propriétaires, ça peut être un fardeau économique assez important si les revenus sont appelés à diminuer, par exemple à la retraite. C'est un investissement, c'est un épargne, c'est un héritage. C'est des dimensions temporelles. C'est un espace familier. Hein, chez soi, on le connaît très, très bien. On peut s'attacher. Généralement, on s'attache quand même beaucoup à notre milieu de vie. C'est des dimensions matérielles. C'est plus, je dirais, c'est plus ou moins confortable selon les conditions. Et il y a des dimensions spatio-temporelles. Puis quand on vieillit, en fait, il y a des dimensions qui deviennent très, très importantes. Ça non plus, je ne rentre pas dans les détails, mais la sécurité, là, ça, c'est important. Relation avec la famille et les amis. L'isolement chez les personnes âgées, hein, ça peut être aussi un facteur très, 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 très important. La familiarité, l'attachement, les lieux d'ancrage dans l'espace aussi. Et quand on vieillit, il y a des dimensions qui deviennent importantes, mais quand on partage notre chez-soi avec d'autres, là, il y a des dimensions du chez-soi qui se transforment aussi. C'est plus un endroit, par exemple, qu'on possède en entier, mais qu'on partage, évidemment. C'est un logement qui peut être abordable. Donc là, ça peut être intéressant parce qu'on peut avoir un revenu où on peut accéder à un logement qui est moins cher que le coût du marché. C'est un espace physique qu'on peut, comme je disais, qu'on peut partager. C'est des transformations aussi du quotidien qui peuvent arriver. Donc, c'est quelque chose de dynamique
qui est important à avoir en tête. Quand je vais en parler plus loin dans les différentes expériences, ben, on va bien comprendre ces mots-clés-là là, qui sont un peu théoriques, mais je vais vous les montrer plus dans la pratique tout à l'heure. Et donc, dans un contexte de cohabitation ou d'habitation intergénérationnelle, ben, il y a trois grandes questions qu'on peut se poser. Hein. Quelles sont les formules disponibles aujourd'hui pour pouvoir cohabiter? Comment est vécu le chez-soi dans ces différentes options-là qui peuvent être disponibles? Et quels sont les coûts, les avantages, les défis qui se posent aux personnes qui seraient intéressées d'aller dans une maison ou je devrais dire un logement intergénérationnel? J'ai googlé hier, je me suis promené sur différents sites pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait comme maison intergénérationnelle. Donc, sur le site Centris, dans la grande région de Montréal, puisqu'on est à Montréal, j'ai fait l'exercice et il y avait 19 293 propriétés à vendre dans le Grand Montréal. Donc, des propriétés qui peuvent être des condos, des maisons qui peuvent prendre vraiment plusieurs formes. Et maintenant, ce n'était pas le cas avant, donc ça, c'est intéressant. Il y a maintenant l'option dans la recherche de biens immobiliers. Il y a l'option intergénération maintenant. Donc ça, c'est le reflet que c'est quelque chose qui intéresse des gens et qui permet aux vendeurs de mettre en valeur à quelque part leur bien immobilier selon cette perspective-là. Et bien évidemment, il n'y en a pas, ben, je dis évidemment, de manière un peu attendue, je me disais que ce ne serait pas la majorité, et c'est très loin d'être la majorité, qui ont cette caractéristique-là, mais il y avait 316 propriétés, 1,6 qui indiquent intergénération dans leurs caractéristiques. Donc, c'est peut-être pas quelque chose de dominant, mais en même temps, c'est quelque chose c'est une caractéristique pour plusieurs propriétés qui prend de la place, en fait, qui risque de devenir peut-être important dans les prochaines années, mais en tout cas, c'est le reflet d'une certaine réalité. Et qu'est-ce que ça peut être? Une maison intergénérationnelle, quelle forme? Hein? Parce que si on est en aménagement et urbanisme, ben, ça correspond à une forme physique, à un bâtiment, en fait, qu'on peut observer selon différentes typologies. Ben, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être la forme la plus connue, mais la plus invisible aussi, c'est peut-être le duplex qu'on voit à Montréal, dans les quartiers péricentraux, là, le plateau, Rosemont, Onsic, Hochelaga, plusieurs secteurs relativement centraux. Mais des duplex comme ça, on en observe à Québec, à Trois-Rivières, à Drummondville, dans pratiquement toutes les régions du Québec. C'est un bâti là, qui a été édifié au tournant des années 25-30 jusqu'à dans les années 60. On continue encore à en faire, mais ils n'ont plus nécessairement cette facture-là. Mais ce que vous voyez à l'écran, là, je suis sûr que beaucoup de personnes connaissent très, très bien. Donc, un duplex, c'est quoi? C'est deux logements sur deux étages. Donc, un logement par étage. Et puis, ben, on peut très bien avoir un propriétaire occupant au rez-de-chaussée, une famille ou un ménage plus âgé qui va louer à des gens de la famille ou à des gens qui ne seraient pas de la famille, mais qui seraient plus jeunes, un logement. Et puis, ben, c'est une forme d'habiter qui est intergénérationnelle, qu'on observe depuis plusieurs années, mais qu'on a peut-être tendance à oublier, mais qui, pour des personnes âgées, puis pour des familles, qui est une option très intéressante et très facile à vivre, entre guillemets, on est chacun chez soi, même si on est dans le même bâtiment. Une autre forme qu'on peut voir dans les annonces, tout ça, c'est des images que j'ai prises dans les annonces sur Centris. C'est des maisons unifamiliales, donc une famille, un bâtiment, un terrain. C'est la banlieue telle qu'on la connaît depuis des dizaines d'années. On ne construit plus des bâtiments de type bungalow comme on peut voir. Les formes des maisons ont changé, mais
plusieurs banlieues aujourd'hui ont des maisons plus récentes, mais qui ont une forme différente, mais qui restent essentiellement une famille, un bâtiment, un terrain. Ces bâtiments-là, on peut les modifier pour en faire des bâtiments intergénérationnels. Donc, on peut aménager un logement dans le bâtiment ou on peut ajouter un logement à côté, en annexe ou dans le fond du jardin. Donc, je reviendrai sur ce qu'on peut faire. Mais c'est aussi une forme de maison intergénérationnelle qu'on peut voir. Mais vous comprendrez que puisque ça a été conçu pour une famille, ben, ça implique des modifications, des rénovations, des modifications qui ont un certain coût qu'on doit considérer. On peut avoir des maisons plus récentes qu'on construit aujourd'hui, comme celle que je viens d'ajouter à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs constructeurs, puis il y a plusieurs municipalités qui construisent du neuf, mais qui est déjà intergénérationnel ou qui est déjà facilement modifiable pour faire de l'intergénérationnel. Évidemment, des banlieues plus récentes, on se retrouve un peu plus loin du centre, un peu plus loin des services dans plusieurs cas. Ça implique plus de mobilité, plus d'accessibilité au transport en commun qui est peut-être plus difficile dans ces secteurs-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on prévoit où on a déjà inclus l'intergénérationnel dans plusieurs quartiers puis plusieurs bâtiments. Donc, les coûts sont déjà inclus dans l'achat initial et puis peut-être qu'il y a d'autres coûts pour l'aménager complètement, mais les coûts sont probablement l'effort, en fait, financier est déjà là et c'est probablement moins compliqué que de modifier un bungalow existant. Ce qu'on peut dire aussi, dans une perspective où on voudrait habiter proche, comme je le disais en ouverture de présentation, si on veut habiter proche de ses enfants ou proche de milieux de vie plus familiaux, ben là, on peut éventuellement envisager une résidence pour personnes âgées qui serait dans la proximité de la maison de ses enfants, mais pas. Alors là, le contact intergénérationnel ne serait pas chez soi, mais serait dans les territoires de chez soi, très, très proches. Et donc, des défis souvent posés par les modes de vie différenciés, ben c'est finalement quand on regarde la recherche sur l'intergénérationnel, on voit que les coûts sont importants, on voit que c'est pas toutes les formes de logement qui sont faciles à modifier ou à faire évoluer. Mais ce qu'on voit surtout, en fait, c'est que c'est pas tout le monde qui désire demeurer dans le même logement qu'un parent ou d'une personne plus âgée ou plus jeune. C'est un mode de vie, on doit dire, qui est important à considérer. Puis, comme je le disais, elle n'intéresse pas nécessairement tout le monde. Les représentations et les images qu'on peut avoir de la vieillesse, comme de la jeunesse, hein, en fait, ça va dans les deux sens. Ça pose des véritables défis, en fait. C'est que d'habiter proche d'un jeune ou proche d'une personne plus âgée, ça peut être préférable qu'habiter souvent avec. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais c'est ce qu'on voit dans la recherche. Il y a des réticences et il y a des préférences en ce sens-là qui ne sont pas toujours évidentes. Et donc, si l'offre de logement disponible vient influencer ces choix, c'est surtout, en fait, les modes de vie qu'on va considérer comme un blocage intergénérationnel. Je ne veux pas déranger mes parents. Je veux pas déranger mes enfants. Dans les enquêtes qu'on fait au niveau des parcours résidentiels des ménages à l'université et à l'observatoire, c'est souvent des réponses ou des commentaires qu'on va avoir de personnes quand on les questionne s'ils sont intéressés sur l'option intergénérationnelle. Ils vont dire ça m'intéresserait, mais finalement, je veux pas les déranger. Donc, je vais faire un autre choix ou je vais prendre une autre décision. Et donc, c'est souvent ça qui est mis de l'avant.
donc beaucoup plus les modes de vie. Aborder la question par les coûts, les avantages et les défis, c'est néanmoins très, très pertinent pour évaluer cette option-là, tout particulièrement dans la crise qu'on connaît par contre aujourd'hui. Peut-être que justement, les goûts ou les préférences ou les réticences qu'on va avoir avec l'intergénérationnel, peut-être que finalement d'avoir un revenu complémentaire, peut-être de pouvoir acheter une maison avec un revenu, va être un élément qui va peut-être faire changer les préférences, les goûts des personnes. On le verra. Mais les avantages, en fait, de l'habitat intergénérationnel peuvent aussi être une stratégie pour certaines personnes. Et donc, que dit la recherche justement sur l'ouverture des ménages à la maison intergénérationnelle? Il y a plusieurs formules qui sont considérées, comme on vient de les voir. Donc, cohabiter dans un logement ordinaire. Donc, on prend un logement, puis on cohabite 2 ménages dans le même logement. On a des logements supplémentaires, comme je viens de l'aborder. Donc, on peut prendre une maison, on ajoute un logement à côté, dessus, derrière. Il y a plusieurs façons de l'ajouter, ou on réaménage l'intérieur du logement, on ajoute une porte, puis on sépare les 2 logements, mais dans le bâtiment. Donc, on ajoute, mais on réaménage. Donc, on passe d'une grande maison à 2 plus petits logements. Ça peut se faire aussi dans un duplex, on le voit aussi souvent. Ou ça peut être un logement accessoire qui va être indépendant dans le fond de la cour ou qui va être une annexe qu'on va ajouter à une maison. Donc, ces 3 formes-là sont généralement abordées dans la recherche. Puis ce qu'on voit, c'est qu'au début des années 2000, les travaux de Fortin-Després à Québec disaient que c'était à peu près 1 personne sur 10 qui était intéressée à l'intergénérationnel. On a mené des enquêtes pendant la pandémie. La pandémie, on était confinés à la maison, puis peut-être justement plusieurs générations. On a voulu tester ça. Puis Laurent Dion, un étudiant à l'école d'urbanisme aussi, qui vient de terminer sa maîtrise, vient de faire une enquête en 2025 sur les ménages. Puis lui, il voyait 20%. Donc, on est passé de 10, une personne sur 10 à une personne sur 5 là, au fil des dernières décennies, qui était ouvert à la formule intergénérationnelle. Donc, on voit un petit peu plus d'ouverture. Est-ce qu'on va voir plus de gens qui vont passer à l'action? Ça, on peut en douter, compte tenu de ce que je disais sur les modes de vie. Mais néanmoins, on voit une plus grande ouverture. Puis là, ça peut être important et ça peut être rentable éventuellement pour des promoteurs qui voudraient développer un peu plus l'option. Comme on le voyait, il y a des maisons neuves qui l'incluent maintenant, dorénavant. Mais peut-être qu'on pourrait avoir des promoteurs qui se spécialiseraient dans l'adaptation des bâtiments de type bungalow à l'intergénérationnel. Donc, s'il y a plus d'ouverture, il risque d'avoir des marchés plus intéressants. Mais on voit que ça reste quand même une personne sur 5 là, au maximum qui serait ouverte. Donc, c'est pas une majorité. Mais je pense que dans le contexte de crise aujourd'hui, que ce soit pas toutes les maisons, mais qu'on ait une possibilité de plus, ça peut quand même être intéressant. Le sondage de Dion montre avec des données toutes récentes, que les avantages de la proximité que je parlais tout à l'heure et l'entraide possible dans cette proximité-là vont vraiment renforcer l'ouverture. Donc, les gens qui sont ouverts, c'est vraiment pour des raisons d'entraide puis de contact intergénérationnel. Par contre, les coûts des projets à modifier ou à ajouter le logement sont des freins très, très significatifs. C'est des projets qui peuvent ajouter un logement supplémentaire. Ça peut atteindre 150, 200, voire 300 000 $ pour faire cet ajout-là. Et donc, c'est très, très cher, surtout si on est âgé, qu'on n'a pas nécessairement plusieurs décennies devant soi pour pouvoir le payer ou le rentabiliser. Donc,
c'est des freins qui sont très, 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 très concrets, en fait, pour les ménages qui seraient intéressés. La plus-value des investissements ou de l'achat n'est pas significative dans les données que Dion a travaillées. Par contre, avec les coûts de l'immobilier qui continuent à monter, peut-être que justement la plus-value d'investir dans un logement on peut ajouter ou qui est déjà intergénérationnel avec un revenu disponible, peut peut-être être un levier intéressant pour des ménages qui voudraient accéder à la propriété. Donc ça, on ne le voit pas tout de suite, mais on peut faire l'hypothèse que dans quelques années, ça peut être une option qui va être plus intéressante au niveau financier. Et donc, si on reste sur ces typologies de logements, ces formes de logement, c'est quoi les coûts? C'est quoi les avantages et les défis qu'on peut voir dans l'intergénérationnel? Il y a quatre perspectives. Habiter chez soi à proximité dans la communauté. Donc les générations sont proches, mais sont seulement dans le même quartier, ne sont pas dans le même bâtiment. Habiter ensemble chacun chez soi, donc un peu la perspective du logement intergénérationnel qu'on ajouterait. Habiter chez soi habiter ensemble dans un chez-soi qui est partagé. Donc là, on parle de cohabitation, donc vraiment dans le même logement, ou encore aller habiter dans le chez-soi de quelqu'un d'autre, où on serait appelé à déménager, par exemple, chez un enfant, où on pourrait vouloir partager avec une personne d'une autre génération qui n'est pas nécessairement son enfant, son chez-soi. Donc, je questionne en fait ces quatre expériences-là. Et donc, habiter chez soi à proximité dans la communauté, c'est la ville traditionnelle, c'est la ville mixte et diversifiée que je vous présentais tout à l'heure avec le duplex, qui va évoluer, qui va vieillir un peu au rythme de ses habitants, donc sans trop s'en rendre compte. Ça peut être aussi pour les banlieues qui sont en réménagement, en densification. On parle beaucoup de densifier les banlieues. Il y a une façon de les densifier, c'est de construire des résidences pour personnes âgées, qu'elles soient du milieu privé ou du milieu communautaire. C'est ce qu'on observe dans plusieurs banlieues. Puis dans les comportements des personnes âgées aussi, qui vont peut-être faire le choix de déménager proche de leurs enfants. Encore faut-il qu'il y ait des résidences pour aînés qui soient disponibles, mais c'est une option. Et donc, qui permet aussi de ramener les générations ensemble. Donc, les fameux duplex que j'ai discutés, donc qui sont connus pour être intergénérationnels et qui sont facilement adaptables. Les résidences pour personnes âgées qu'on peut inclure dans des secteurs avec beaucoup de familles peuvent être une option aussi, qui peut être une option plus chère si on est dans le milieu privé, voire très, très chère, ou des formules plus accessibles si on est du milieu communautaire ou des coops ou des OSBL. Là, les places sont plus rares, il y a des listes d'attente, donc l'accessibilité est moindre, mais c'est des options qui peuvent être présentes. Et on voit que plusieurs banlieues, dans des secteurs relativement classiques de banlieue, qu'on construit, il y a des promoteurs qui comprennent l'évolution et la diversification que je parlais au tout début des ménages, voient que ces secteurs-là de banlieue vieillissent puis construisent des résidences pour personnes âgées. Ça peut être du domaine privé, comme on voit ici, là, à Longueuil, le jazz, ou ça peut être aussi à Longueuil du milieu communautaire, les habitations Paul Pratt, qui sont dans des secteurs relativement familiaux qui permettent à des personnes âgées d'être peut-être proches de leurs enfants ou proches, en fait, de secteurs plus familiaux. Donc ça, c'est des options qui sont disponibles. Maintenant, les défis et les coûts de tout ça, les coûts de rénovation ou d'adaptation sont un obstacle majeur, comme je le disais précédemment, au projet des ménages impliqués. Donc, ça peut être des coûts importants. Évidemment, ça se pose si on est propriétaire. Si on est locataire, là, c'est plus difficile, évidemment, puisque c'est le propriétaire qui doit faire les adaptations. La possibilité de vivre proche dans le quartier, comme je le disais en RPA, c'est une solution qui est
peut-être plus facile, moins coûteuse, entre guillemets. Les résidences peuvent être assez coûteuses, mais c'est peut-être moins compliqué que de modifier un bâtiment ou une résidence. Donc, de pouvoir aller habiter proche de ses enfants, c'est une option lorsqu'elle est disponible qui est choisie par plusieurs personnes qu'on a pu enquêter. Il faut faire attention, la gentrification de certains secteurs qui sont favorables au vieillissement vient poser des projets, des défis aux projets qu'on voudrait faire dans ces secteurs-là. Donc, les coûts, évidemment, vont monter, puis les coûts des logements qu'on voudrait produire dans des secteurs intéressants vont être aussi plus chers. Et donc là, il y a des questions d'accessibilité et d'inégalité dans l'accès à des logements qui sont intéressants, qui sont justement intergénérationnels, peut être aussi des facteurs qui vont limiter l'accès. Plusieurs autres défis vont se situer autour de l'aménagement d'espaces publics, qui sont capables de créer des véritables occasions d'échange. Donc, d'avoir des équipements où chacun y trouve son compte. Hein. L'intergénérationnel, ça va bien, ça va bien, avec toutes les limites que je viens d'évoquer au niveau d'un bâtiment. Mais maintenant, il faut aussi des espaces publics, des équipements, des activités qui soient fournis par la ville, écoles, bibliothèques, etc. Si on est dans des secteurs plus familiaux, c'est des besoins que familiaux et donc des équipements qui répondent surtout aux besoins des familles. Si on met plusieurs générations, évidemment, il faut aussi une diversité d'activités puis d'équipements. Donc, ça peut être compliqué pour les municipalités d'offrir tout ça à la fois. Et donc, de créer des véritables occasions d'échange. Ça peut être aussi dans le secteur privé avec les commerces et les services. Et donc, c'est cette diversité-là que je parlais au tout début. Quand vient le temps de réfléchir au territoire, c'est pas si évident que ça. Et donc, habiter ensemble, chacun chez soi, c'est la façon de vieillir chez soi dans ce milieu avec la compagnie ou l'aide d'une personne qui est plus ou moins proche et vieillir dans la continuité. On reste chez soi en conservant un statut qui se permet de se projeter en évitant l'isolement. Et c'est aménager un logement supplémentaire ou accessoire, comme j'ai parlé à plusieurs reprises, peut-être une façon aussi de financer ou d'accéder à la propriété. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire de façon très simple, comme on peut le voir sur l'image, où on a ajouté un bout de maison à une maison existante et où on a réaménagé une partie du stationnement et où on peut aménager de façon plus ou moins réussie, là, vous le constaterez, des entrées indépendantes. Donc, c'est une façon d'aménager, comme je le disais, ou de modifier de l'existant ou de le concevoir, la photo que je montrais tout à l'heure, dès le départ et où là, c'est peut-être un peu plus facile, en fait, si on le prévoit dès le départ. Ça signifie aussi probablement de modifier des espaces intérieurs comme les salles de bain, c'est enlever les seuils, enlever les baignoires pour avoir plus d'accessibilité pour des personnes qui vieillissent, de réaménager des espaces plus larges pour pouvoir circuler, par exemple, avec des fauteuils roulants. Et donc, c'est des coûts assez importants et des travaux qui peuvent être assez complexes aussi. Du point de vue financier, mais du point de vue aussi de gestion d'un chantier. Et donc, c'est pas donné à tout le monde. Puis c'est un peu pour ça qu'on voyait que ça intéressait entre 10 et 20 des personnes parce que c'est des gros travaux à faire. Donc, des freins, vivre ensemble, chacun chez soi, il y a un coût, en fait, qui est, qui est pas seulement financier, mais qui est aussi un coût d'intimité. Puis un certain confort. On a moins d'espace, on a moins d'intimité s'il y a d'autres personnes qui sont dans le logement. Même s'ils sont avec une porte séparée, on peut les entendre, on peut avoir un certain coût au niveau du confort, des modes de vie qui peuvent être parfois perçus comme incompatibles, notamment pour les espaces extérieurs. Le cadre réglementaire n'est pas toujours adapté, puis va freiner les projets des ménages, va venir les compliquer, puis il y a des coûts importants.
et la gestion complexe là, d'un projet, comme je viens de l'évoquer, ça peut être assez compliqué. Et puis là, il y a toute une série de travaux qui peuvent être cités. Je vais passer rapidement là-dessus pour densifier les banlieues puis ajouter des logements supplémentaires. Puis en fait, quand on est à 10-20 ben, vous voyez sur l'image ici, là, les petites maisons sont en blanc. Puis les maisons où on ajouterait un logement supplémentaire, si on est à 10-20 ben, c'est pas toutes les maisons qui se densifieraient, mais il y en aurait 20 et on pourrait voir une espèce de paysage comme ça sur plusieurs années s'installer où on pourrait avoir plusieurs bâtiments qui viendraient s'ajouter. Et puis, comme je l'évoquais, on peut aménager dans le même logement, on peut aménager à côté, derrière, sur le côté, ou on peut modifier complètement le bâtiment. C'est une réalité qui est très, très présente dans des villes comme Vancouver ou dans l'Ouest canadien. Peut-être que leur sorte de banlieue, je ne rentre pas dans le détail, est peut-être plus facile parce qu'il y a des ruelles, là, ce qu'on n'a pas ici au Québec. Mais c'est pas théorique, là. C'est dans des marchés comme Vancouver, c'est des réalités qui sont très, très présentes dans plusieurs quartiers de banlieue. Ensuite, on a de la maison neuve, en fait, qui se bâtit aussi déjà comme intergénérationnel. Donc, on voit le logement principal puis un plus petit logement. Donc, ça, c'est un plan du rez-de-chaussée du bâtiment qu'on voit ici. Et donc là, on voit que c'est une réalité aussi qui peut se prévoir d'emblée. Ensuite, habiter ensemble dans un chez-soi partagé, là, c'est vivre ensemble, c'est souvent réapprendre à vivre avec une des personnes dans notre intimité. Donc, le chez-soi, là, faut le partager. C'est des gens qui arrivent chez nous ou on va chez eux. Et donc, les contacts amenés par le partage des espaces de vie peuvent obliger ou réintroduire des habitudes qu'on a perdues ou oubliées. Donc, là, ça peut être positif, mais ça peut être aussi un coût à payer. Pas en argent, évidemment, mais au niveau du mode de vie. Et la présence d'autres personnes, même très, très discrètes, ça peut amener un sentiment de sécurité ou de contrôle partagé dans son espace. Donc, ça peut être, comme je disais, positif aussi, pas que négatif. Et puis, là, on prend n'importe quelle maison, puis on la réménage, puis on fait de la place à une personne plus de plus. Et donc, là, c'est plus facile. Ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être une personne plus jeune, un étudiant qu'on voudrait prendre chez soi. Donc, comme je disais, ça peut être intéressant au niveau d'un revenu d'appoint, mais ça a un coût au niveau de l'intimité, puis au niveau des espaces de vie qu'il faut partager, évidemment. Donc, plusieurs espaces significatifs doivent être partagés, notamment la cuisine, ce qui peut amener, on le voit dans la recherche, certains conflits. Des relations qui s'ajoutent aussi à celles en place. Donc, si on héberge une personne, là, ça peut être un genre, une bru, des beaux-parents qui vont être pas là à temps plein, mais qui peuvent être souvent là. Donc, il faut composer aussi avec ça. Ça peut être des perceptions qui sont importantes dans l'ouverture ou non des gens à partager son intimité. Et la dernière expérience, pour terminer, aller habiter dans le chez-soi d'autrui, c'est aussi une réalité qui existe. Donc, c'est une façon de vieillir chez soi, mais de faire son chez-soi ailleurs ou dans le chez-soi d'une autre personne, dans son milieu de vie, avec le sentiment d'échanger puis de pouvoir aider une personne. Donc là, on est dans de la cohabitation qui va permettre plusieurs innovations sociales. Il y a plusieurs projets super intéressants, mais qui ne rejoignent pas nécessairement tout le monde. Là, c'est un mode de vie qu'il faut complètement changer si on n'était pas dans cette formule-là, mais qui va mettre en place des façons de limiter l'isolement puis de développer des solidarités qui sont très, très importantes. Donc, la personne qui reçoit peut bénéficier en plus d'un loyer, d'une présence au quotidien et des services. Donc, une cuisine peut avoir de l'aide en déplacement, ménage, entretien, etc. Un peu comme le duplex que je parlais tout à l'heure, mais là, on est dans le même logement.
Et la personne reçue peut bénéficier d'un loyer abordable, tirer profit des équipements ou des services que la personne peut avoir. Et là, on voit plusieurs projets super intéressants de personnes qui sont plus ou moins, disons, en moyen, qui vont accueillir des gens plus dans le besoin. On peut être sur des formules qui vont impliquer des étudiants qui vont venir habiter avec des personnes âgées. Ça peut être des personnes issues de l'immigration qu'on va pouvoir loger lorsqu'elles arrivent. Donc ça, il y a plusieurs projets super innovants, super intéressants, mais qui sont pas nécessairement faciles à reproduire d'un projet à l'autre ou dans une ville à l'autre. Et donc là, je dirais, c'est plus contextualisé. Mais ces projets-là, faut pas les oublier, puis il faut probablement même pouvoir les encourager. Et donc là, au-delà de la relation gagnant-gagnant, l'intergénérationnel, dans ce cas-là, ben, c'est plus complexe qu'un échange de bons services. C'est vraiment de la vie, puis du lien intergénérationnel qui se développe. Il n'est pas à l'abri de certains jugements sur les motivations des cohabitants impliqués, tout comme des effets un peu sur les modes de vie. Et comme je disais, ben, la pérennité des projets au-delà des aspects stricts du financement ben, fait face un peu au défi des parcours de vie des cohabitants. Ça peut bien se passer avec une personne plus âgée, mais lorsqu'elle décède, par exemple, ou si elle tombe dans une perte d'autonomie plus importante, ben là, le projet ou le modèle vient de tomber si on n'est pas capable de remplacer, en fait, ou de mettre en lien des personnes avec qui prendraient la relève, par exemple. Donc là, c'est des projets, comme je disais, plus difficiles à reproduire. Et donc, je vais terminer là-dessus. L'intergénérationnel, c'est une option qui sort tranquillement de l'ombre. On peut poser la question, on peut faire l'hypothèse, comme je disais. J'aurais tendance à dire oui, mais pas nécessairement pour tout le monde. Une façon de rester à domicile, de conserver un chez-soi rempli de signification, ça c'est clair, c'est mis de l'avant par les personnes qui font ce choix-là. Une façon d'investir un domicile et de construire différentes expériences de chez soi. Donc, c'est très enrichissant de ce qu'on peut voir dans les résultats de recherche. C'est une option peu envisagée d'emblée et se distingue plutôt par des petits arrangements qui se bricolent. Donc, comme je disais au tout début de la présentation, c'est pas nécessairement un plan qu'on a prévu, mais c'est plus une situation, une histoire qui s'installe puis se construit. Mais comment donner à l'intergénérationnel un véritable statut pour l'ajouter aux options naturelles, entre guillemets, qu'on connaît? Ben là, c'est tout l'enjeu, en fait, pour des gens en aménagement comme nous. Quel acteur, quel porteur de projet qui pourrait les faciliter? Ben, il est important de souligner le rôle central du secteur associatif et communautaire dans la valorisation de l'intergénérationnel, surtout dans les 2 dernières expériences que je vous ai montrées. L'organisation d'activités intergénérationnelles dans l'espace public et la promotion ou l'information des options possibles sont des pistes à poursuivre. Hein. C'est très, très important que les gens connaissent et peut-être qu'ils voient des expériences. Ça peut peut-être les faire changer d'idée ou les faire s'ouvrir à ces options-là. L'aménagement et ces différents acteurs peuvent être mis à contribution dans le développement d'options innovantes, un peu comme on le voyait avec les maisons neuves qui sont déjà faites. Mais je pense que c'est incontournable dans le contexte actuel que ça va prendre des incitatifs financiers et fiscaux qui vont pouvoir permettre de transformer le concept qu'on vient de voir, mais dans une véritable option à un coût accessible. Il va falloir en fait que les gens aient plus de facilité à financer ou à habiter ce type de maison-là. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.